Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM Monac, Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafré. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Tranquille. Beaucoup en famille, mais le week-end, tu es toujours en famille? Oui. Mais comment tu entretiens ton inspiration si tu es toujours en famille? Tu t'inspires de quoi? Voilà pourquoi tu n'écris plus, Jean-Paul. Bon, j'écris moins. Non, voilà. J'écris ailleurs. Toi, tu sais que j'écris ailleurs. Dans la zone de confort. J'écris dans un Noromi, par exemple. C'est pas ça. Et je tu es un auteur de renom. Depuis ton livre ne sort plus. La suite devrait sortir, sincèrement. Mais c'est un peu. Tu t'enterres dans la zone de confort, Jean-Paul. Non, je ne suis même pas dans la zone de confort. C'est si j'étais dans cette zone de confort-là, vraiment, je serais en train d'écrire. J'essaye de revenir à cette zone de confort. Un livre par an. Oui, normalement. Mais je ne suis pas dans un environnement, il faut dire la vérité, qui me permette véritablement de m'épanouir sur un plan littéraire, me permettre vraiment de produire à la hauteur de mes capacités réelles. Bon, j'essaye de travailler pour essayer de mettre en place cet environnement-là parce qu'il ne viendra pas de lui-même. Mais j'avoue que c'est difficile. Voilà, Boutitsango. Voilà. C'est un coin paradisiaque à l'intérieur du Gabon. Voilà, tu vois, c'est le genre d'endroit où tu t'enfermes 6 mois. D'accord? Mais le problème, c'est que pour t'enfermer 6 mois là-bas, il faut t'assurer que durant ton absence, il y ait un minimum, tu vois, non? Donc souvent, c'est ça qui est compliqué. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va au Mali. Au Mali où... vendredi dernier, il y avait un certain nombre de manifestations, une manifestation à l'appel de la société civile. La société civile dont l'essentiel, dont je peux dire la plupart des ONG soutiennent la junte. Et c'était justement à l'appel de ces ONG-là que cette manifestation avait été organisée pour soutenir la junte au pouvoir et pour soutenir aussi, il ne faut pas l'oublier, les Russes qui sont un soutien extrêmement important pour la junte au pouvoir puisque ce sont eux qui apportent l'assistance militaire, l'assistance technique dans le cadre de la lutte contre le djihadisme dont le Mali est en proie depuis 2013, il ne faut pas l'oublier, depuis même le renversement du président ATT. Et donc, à partir de là, évidemment, il ne faut pas aussi oublier qu'après la chute d'Ibeka en 2020, il y a eu de très fortes tensions entre, d'une part, la junte qui arrive au pouvoir et d'autre part, la CEDEAO et la France. Alors, cette manifestation aussi était visait justement à fustiger l'attitude non pas seulement de la France, mais aussi de la CEDEAO et aussi de la MINUSMA, donc des Nations Unies. Parce que les Maliens aujourd'hui estiment que la MINUSMA, dont le mandat devrait faire l'objet d'un renouvellement le 15 juin prochain, les Maliens, déjà par la voix de ces manifestants-là, font savoir à la MINUSMA qu'elle aussi n'est pas la bienvenue, n'est plus la bienvenue, parce qu'ils estiment qu'en près de 10 ans de présence sur le sol malien, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes posées sur elle. Il faut savoir que la mission des Nations Unies au Mali avait justement pour objectif à la suite du passage, si tu veux, de la force Serval, donc des forces françaises et des forces maliennes, de prendre le relais sur le terrain, si tu veux, stabiliser les zones en matière de sécurité et ensuite permettre aux différents, à l'État malien de reprendre pied sur ces territoires-là pour que par la suite le développement ou bien la mise en place de la restauration de l'autorité de l'État sur ces territoires-là avec toutes les symboliques que cela entraîne puisse se faire. Or, jusqu'à présent, la situation sécuritaire, en dépit de la présence d'abord de la force Serval, puis la force Barkhane et enfin de la force Takuba, et en plus de la MINUSMA, les résultats n'ont jamais été à la hauteur, comme je l'ai dit, des attentes des populations maliennes, puisque le pays sombrait de plus en plus dans la violence. Cette violence djihadiste qui s'était même quasiment transformée vers 2018-2019 vers des violences intercommunautaires. Et donc tout ça a fait que ça a fragilisé considérablement le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est effondré à la suite, on se rappelle, des événements liés aux élections législatives du 4 avril 2020 qui avaient été contestés dont les résultats avaient été contestés par les populations. Et donc, depuis lors, la junte a du mal à partir avec la CEDEAO, avec la France. La France qui avait décidé unilatéralement de retirer ses troupes sur le sol malien. Et donc, dans la foulée, les autorités maliennes ont donc demandé à l'ensemble des forces
occidentale présente sur le sol malien dans le cadre de la force Takuba de quitter le territoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et d'un autre côté, il semblerait que les autorités maliennes, d'abord aussi à la suite de cela, de la demande de départ des forces de Takuba, les autorités maliennes aussi avaient mis un terme aux accords de défense entre la France et le Mali. Et c'est dans cette foulée-là que, évidemment, il semblerait que les choses risqueraient d'aller plus loin. Je pense que le Mali ne va pas demander qu'on renouvelle le bail de la MINUSMA sur son territoire pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'elle estime que non seulement la communauté internationale, je parle des systèmes des Nations Unies, donc l'ONU ne soutient pas la junte, elle demande un retour de l'ordre constitutionnel rapidement, elle s'est un peu alignée sur la position de la France et de la CEDEAO, et ça un peu, si tu veux, ces populations maliennes en veulent à l'ONU. Et donc je ne pense pas que les autorités maliennes actuelles puissent demander un renouvellement du mandat de la MINUSMA, sauf s'il y a véritablement de négociations avec la junte pour redéfinir les missions de la MINUSMA sur le territoire malien. Et donc ça, évidemment, ce sera quelque chose qu'il faudra regarder de très près. Et puis, pour la junte au pouvoir, cette opération, en fait, c'est aussi une grande opération de communication pour montrer aux détracteurs des colonels maliens, ce qu'on appelle la junte des colonels, parce que la CEDEAO leur a toujours opposé le fait que, étant arrivés au pouvoir par un coup d'État militaire, ils n'ont pas la légitimité pour pouvoir justement représenter le peuple malien, pour pouvoir justement diriger le pays. Et donc, cette opération aussi de communication vise de la part de la CEDEAO à véritablement mettre en avant le soutien populaire dont il bénéficie, et donc à dire que la légitimité dont il est question ici, elle est tout simplement visible, elle est là, elle est palpable. Les autorités, la population malienne et même la classe politique dans sa grande majorité soutient actuellement la junte au pouvoir. Et puis, c'est aussi une façon de dire que, évidemment, c'est un pied de nez qui est donné à la CEDEAO, principalement à la Côte d'Ivoire, qui est le pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les deux pays les plus virulents contre les juntes au pouvoir. Et il faut savoir que dans la foulée aussi, le Mali a bénéficié d'un coup de pouce très important de la part de la République de Guinée. La Guinée aussi, dont le colonel Mamadi Doumbouya avait renversé le président Alpha Condé, la Guinée qui a acheminé près de 2 millions de litres de carburant du côté de Bamako, parce que à cause de l'embargo économique, donc même sur les produits pétroliers, le Mali avait du mal à s'approvisionner, puisque avant cet embargo, avant ce coup d'État, le Mali était principalement approvisionné par la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire a décidé d'appliquer l'embargo dans sa manière la plus stricte, et donc a coupé tout approvisionnement en produits pétroliers vers le Mali, et donc celle-ci s'est tournée vers d'autres pays, en l'occurrence la Guinée, qui a décidé de lui accorder un coup de main. Et donc la Guinée a permis par l'une des entreprises, un opérateur privé, un économique privé qui opère en Guinée, qui s'appelle Star Oil. C'est Star Oil qui a fait acheminer 48 camions-citernes. On a vu les images dans certaines chaînes certaines chaînes d'information, 48 camions-citernes qui ont traversé la Guinée et qui sont arrivés à la frontière avec le Mali. Et au moment où nous parlons, tous ces 48 camions sont arrivés à Bamako. Une partie sera acheminée vers d'autres villes de l'intérieur du pays, mais ces 2 millions de carburants sont la bienvenue pour ce pays qui commençait déjà à sentir, si tu veux, rudement les effets de cette pénurie-là. Et donc, en Guinée aussi, où la situation à l'opposé du Mali est beaucoup plus tendue, puisque la classe politique, il faut savoir que dans la foulée, le 11 mai dernier, déjà le Conseil national de transition avait validé une durée de la transition de 36 mois au lieu des 39 mois demandés par le CNRD. Et cette décision n'a pas fait, évidemment, a été contestée par la classe politique, puisque cette classe politique a affirmé que dans la charte de la transition, en fait, ce n'était pas au CNT de valider la durée de la transition, mais c'est plutôt d'un comité constitué du CNRD d'une part et des partis politiques légalement constitués. Donc, c'est à l'issue de cette de tractation entre le CNRD et les partis politiques légalement constitués que devait être fixée la durée de la transition. Donc, la classe politique
principalement le parti du peuple de Guinée, le parti de Alpha Condé et d'autres partis comme ceux de Cellou Dalein Diallo qui sont les principaux opposants au régime du colonel Mamadi Doumbouya, se sont opposés à ce choix-là, à cette validation-là, et donc demandent purement et simplement si tu veux, au président Mamadi Doumbouya qui est censé ensuite, à son tour, valider ce choix-là de ne pas le faire. Et donc, pour cela, il projetait d'organiser un certain nombre de manifestations pacifiques à Bamako et dans les grandes villes à Conakry, et dans les grandes villes du pays. Et la junte au pouvoir a donc décidé d'interdire toute forme de manifestation publique, aussi bien à Conakry que dans n'importe quelle ville de Guinée, ce qui a évidemment fait bondir de colère les associations de défense des droits de l'homme qui crient là justement la violation de la constitution guinéenne et la violation d'un certain nombre de textes internationaux, de traités, notamment la Charte africaine des droits de l'homme, qui justement permettent, qui garantissent, si tu veux, la liberté de manifester et la liberté d'expression. Donc, il y a des tensions beaucoup plus vives entre la junte en Guinée comparé à ce qui se passe au Mali. Et là-bas, c'est aussi qui est assez étonnant, puisque la CEDEAO n'a pas... Il faut savoir que la Guinée n'est pas sous embargo. La Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO, mais la Guinée n'est pas sous embargo économique. C'est ce qui a justement permis à la Guinée d'acheminer, entre autres, du carburant vers le Mali. Donc, la CEDEAO est marche un peu sur les œufs, parce qu'on a le cas de la Guinée, on a le cas de Burkina Faso. Au Burkina Faso aussi, où il y a eu des manifestations non pas autorisées par le pouvoir, mais ce sont des manifestations organisées par certaines associations aussi qui soutiennent certes la junte au pouvoir, mais qui demandent carrément à la junte burkinabé de s'aligner un peu sur ce qui se fait au Mali, c'est-à-dire couper les ponts avec la France, parce que le Mali vraiment est entré dans une phase très dur avec la France, puisque certains manifestants même vont jusqu'à demander la sortie du franc CFA et la rupture de relations diplomatiques avec la France. Donc c'est vraiment, au Mali, on est vraiment dans une ligne dure. Et donc au Burkina Faso, ils se disent que, étant donné que la France aussi qui est présente sur ce territoire-là dans le cadre de la lutte contre le djihad, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane et puis aussi dans le cadre de l'opération, du groupement G5 Sahel, ce groupement où les 5 pays sahéliens sont réunis sous la supervision de la France pour que ces derniers soient aux avant-postes de la lutte contre le djihadisme. Et là-bas, évidemment, les choses piétinent, et ça piétine d'autant plus que on a 2 pays, en l'occurrence le Burkina Faso et le Mali, qui sont dirigés par les militaires et qui font l'objet de sanctions contre la CEDEAO et dont les relations avec la France sont assez compliquées. Donc tout ça fait que la mise en œuvre du G5 Sahel est compliquée, d'autant plus aussi qu'il y a une espèce de contestation, certes silencieuse, mais contestation quand même, concernant la situation au Tchad, puisque le Tchad aussi qui fait partie du G5 Sahel, où à la suite de la disparition brutale du maréchal Idriss Déby, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Donc là-bas, il n'y a pas eu de sanctions. Bon, bref, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais si tu veux, la France n'a pas incité, par exemple, les pays d'Afrique centrale, les pays de la CEMAC, à prendre des sanctions contre le Tchad. La France a plutôt décidé d'emprunter la voie de la stabilité en accordant son soutien au colonel Mamadi Déby, qui est le président de la transition au Tchad. Donc tout ça fait que pour les populations maliennes et burkinabées, ils disent que la France joue du 2 poids 2 mesures. Et par rapport à cela, la France, quand on regarde les résultats depuis leur présence sur le territoire, sur le Sahel, on n'a pas vu le djihadisme reculer, on n'a pas vu les groupes terroristes éradiqués, et même la junte malienne dit que depuis qu'elle est au pouvoir, donc il y a à peu près 2 ans, ils ont eu plus de résultats que depuis les 8 ans de la présence de la France sur le territoire malien. Donc tout ça amène, toute cette communication-là amène de plus en plus de Burkinabés à demander justement à la junte burkinabé de s'aligner sur le Mali en allant jusqu'à également rompre les accords de défense, en décidant de prendre en main leur destinée, leur avenir sur le plan sécuritaire, et à nouer aussi des accords avec la Russie par le biais de la coopération technique et faire de la Russie ce partenaire militaire là de premier plan comme c'est le cas au Mali. Donc tout ça fait que il y a
véritablement aussi quelque chose à voir de ce côté-là où les lignes semblent bouger, mais elles vont bouger dans quelle direction, ça, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est clair, c'est que véritablement le divorce est de plus en plus fort entre le Mali et la France, et je ne pense pas qu'il soit possible que les choses puissent s'améliorer avec notamment la réélection d'Emmanuel Macron. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.